Vous êtes toujours plus souvent fatigué, vos pensées s'embrouillent et votre motivation disparaît. J'ai l'impression que cet état se généralise un petit peu quand je regarde autour de moi. Eh bien en fait ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo je vous explique comment tout est organisé pour vous rendre fragile, ignorant et révolté. Et pour finir on verra comment on peut sortir de ce cercle vicieux et donc reprendre un minimum le contrôle. Partie 1, le système organisé pour nous affaiblir. Dans cette partie on va commencer par l'industrie alimentaire. Les aliments ultra transformés ne sont pas juste malsains. Ils sont scientifiquement conçus pour être addictifs. En 2025 on peut le dire clairement, la recherche l'établit, ces aliments activent les mêmes zones cérébrales que le tabac ou encore la cocaïne. Il y aurait 14% des adultes, au niveau mondial, qui présenteraient une addiction pour ce type de produits ultra transformés. Ce qui est comparable au taux d'alcoolisme et de tabagisme, entre 14 et 18%. Déjà, le fait d'associer les graisses et les sucres raffinés ensemble vont créer un effet super addictif pour le cerveau. L'effet récompense est bien supérieur que si on prend ces éléments de manière séparée. On pourrait dire que l'addiction se réalise en 5 étapes. La préaddiction, l'addiction précoce, moyenne, tardive et terminale. Le cerveau va d'abord commencer par se sensibiliser au plaisir. Ensuite, il y aura une légère dépendance, puis une perte progressive du contrôle, pour arriver à une certaine tolérance développée, un besoin de plus, pour terminer en mode compulsion incontrôlée, pour arriver aux compulsions totales qui font qu'on est incapable de s'en passer. Deuxième élément dans cette partie, ce sont bien évidemment les molécules chimiques. En plus des ingrédients indiqués sur les étiquettes, il ne faut pas oublier la transmission entre l'emballage et l'aliment, que ce soit les bisphénols, les phtalates ou encore les PFAS. Et cela s'ajoute aux additifs, émulsifiants, conservateurs, colorants, qui sont clairement corrélés au diabète de type 2 et aux dysbioses intestinales, source d'autres problèmes. Il faut rappeler que les additifs sont testés de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la réaction dans le corps lorsqu'il y a plusieurs éléments mis ensemble et qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Au bout d'un moment, on ne connaît pas les réactions qui vont se produire dans le corps, d'autant plus si on mange plusieurs produits séparés qui contiennent chacun leurs additifs, émulsifiants, conservateurs. Alors déjà, consommer un seul produit qui contient tous ces aliments peut poser des problèmes sur le long terme, mais si on en consomme plusieurs par jour, clairement, on ne connaît pas vraiment les effets, mais on sait qu'ils sont négatifs. Troisième élément, la sédentarité programmée. D'après l'OMS, en 2025, près de 95% des adultes sont exposés à un problème de santé suite à l'inactivité physique ou une sédentarité excessive. En même temps, tout est pensé pour. Il suffit de regarder au niveau urbanisme. Tout est fait pour qu'on se déplace en véhicule. La marche, le vélo, c'est très bien pour se rendre au travail. Par contre, les trottinettes, c'est plutôt une fausse solution. On ajoute à cela le télétravail, les ascenseurs privilégiés par rapport aux escaliers. Et le pire, c'est que cette habitude est ancrée dès l'enfance avec le cadre scolaire, où on est obligé de rester assis toute la journée ou presque. Alors les conséquences concrètes, c'est une baisse du métabolisme mitochondrial, une dérégulation du système nerveux autonome, une atrophie musculaire progressive et une dysbiose intestinale qui ne fait que s'accélérer, d'autant plus que généralement on subit des petits stress et on ne bouge pas, ce qui amplifie pas mal de problèmes. Autre élément, le manque de sommeil. Rien qu'en France, il y aurait 36% des jeunes entre 18 et 24 ans qui seraient en carence de sommeil. Alors on le sait, tout le monde en parle, c'est l'excès d'écran en soirée, principalement la lumière bleue, l'excès de caféine, le stress artificiel créé par les réseaux sociaux ou les jeux vidéo peut-être, mais aussi les horaires de travail qui sont en décalage avec nos rythmes biologiques. On est censé se lever et se coucher avec le soleil. Au niveau neurologique, on peut dire que l'impact d'un manque de sommeil peut déjà réduire l'attention de 20 à 30% si on dort moins de 6 heures par nuit. Le cortex préfrontal, qui gère la décision, le contrôle, la morale, s'affaiblit. La mémoire a du mal à consolider, et l'immunité va chuter de 30 à 50%, et dans cet état, on est clairement plus manipulable, on va faire le moindre effort, et donc on va plus facilement suivre ce qu'on nous dit de faire, ou succomber aux tentations des publicités, etc. Autre élément, c'est l'ignorance programmée par la désinformation et les lobbying. Il est bon de rappeler que les lobbies agroalimentaires dépensent des milliards pour contrôler ce que vous savez sur la nutrition. J'ai trouvé 5 stratégies. La première, c'est financer des études qui favorisent leurs produits. Donc c'est bien de vouloir chercher des études scientifiques, mais attention, elles ne sont pas toutes fiables. C'est pour ça que là aussi, on a souvent des contradictions. Il est toujours mieux de s'orienter vers des méta-analyses, une cumulation de plusieurs études, pour avoir un avis plus fiable. Deuxième élément, c'est détourner la réalité nutritionnelle. On va dire que le sucre est une plante, et donc c'est ok. On va mettre en avant les probiotiques d'un yaourt industriel, hyper sucré, hyper transformé, en disant que c'est bon pour votre microbiote, alors qu'au final, ce sera plutôt l'inverse. Mieux vaut prendre des probiotiques de qualité en complément ou des aliments naturellement fermentés par exemple. Troisième stratégie, c'est attaquer les outils de la santé publique, comme par exemple attaquer le Nutri-Score ou encore les recommandations officielles. Et quatrième stratégie, utiliser des influenceurs ou des pseudo-experts, des soi-disant coachs sans formation, des pseudo-centres d'information. Bref, ce sont souvent les experts que vous pouvez voir passer dans les grands médias. Malheureusement, ils ne sont pas toujours fiables. Sixième point, le biais cognitif exploité. Notre cerveau prend des raccourcis pour s'économiser. C'est efficace, mais aussi exploitable. Alors voici 4 biais principaux utilisés contre vous. 1. Le biais de confirmation. Vous ne voyez que ce qui confirme votre croyance. Les publications de santé vont
régulièrement dans le même sens et les algorithmes vont vous montrer des choses auxquelles vous croyez déjà pour vous renforcer dans ces croyances-là, en limitant ainsi toute réflexion en voyant des choses contradictoires. 2, c'est l'effet Dunning-Kruger. Le moins informé crie le plus fort et les experts des réseaux, qui n'ont pas de base scientifique, reçoivent des millions de vues. 3, le biais d'ancrage. Vous croyez la première info reçue même si elle est fausse. Par exemple, le gras est mauvais, la plupart des gens restent convaincus même 30 ans plus tard. Et le quatrième élément, c'est le biais de disponibilité. Vous allez plus facilement vous souvenir d'une publicité d'un soda plutôt qu'une étude qui vous parle des problèmes de consommer ce genre de boisson. Et donc inconsciemment, vous croyez choisir alors qu'en fait vous êtes en pilote automatique. Vous allez faire des choix orientés parce qu'on vous a implanté, par la publicité précisément. Partie 2, pourquoi est-ce que c'est organisé comme ça? Premier élément évidemment, c'est l'intérêt économique. Une population forte et autonome, c'est une population dangereuse. Par contre, une population faible, fragile, ignorante et révoltée, c'est clairement une population qui va acheter, consommer et rester dépendante. Les aliments ultra transformés permettent de faire des marges économiques énormes, plus de 400%, tandis que l'alimentation saine ne génère que 30%. Au niveau des maladies chroniques, ça génère des clients à vie en termes de médicaments, de consultations ou d'hospitalisation. Ça fait tourner un système économique. Il y a des gens derrière qui favorisent cela. Tandis que les personnes en santé génèrent une perte économique car ne rapportent rien dans ce système-là. N'oubliez pas que les industries de l'agroalimentaire travaillent main dans la main avec les industries pharmaceutiques. Que ce soit conscient ou non, en tous les cas, c'est plutôt étrange. Et le deuxième élément, c'est le contrôle social. Quand on est ignorant, on est plutôt passif. Quand on veut se révolter mais qu'on n'a pas vraiment d'ancrage, ça va générer un peu de chaos, mais sans réel changement. Et le fait aussi d'être fragile physiquement va aussi être lié à une fragilité mentale et donc une fragilité politique. Partie 3, comment reprendre le contrôle. On va commencer par comprendre l'épigénétique pour contrôler déjà votre biologie. Ce qui peut être rassurant, c'est que la génétique n'est pas figée. Nos gènes ne sont pas immuables, ils évoluent selon nos choix quotidiens. Donc en quelques mots, l'épigénétique, ce sont des gènes qui contiennent des informations. Des marques chimiques vont s'ajouter à ces informations selon votre environnement et ces marques vont activer ou désactiver vos gènes. Et vous avez un pouvoir conséquent sur ces marques par la nutrition, le sommeil, la gestion du stress, le mouvement ou encore l'exposition aux toxines. Par exemple, deux jumeaux identiques, l'un obèse et l'autre très mince, même génétique, mais environnement différent. Par exemple, un végétal bioactif, comme le sulforaphane présent dans les brocolis, va activer des gènes de détoxification. Ce n'est pas pour rien que l'on retrouve cet élément dans des compléments spécifiques pour la détoxification. Ça va favoriser l'activation du processus. Le fait de marcher 30 minutes par jour va déjà modifier plus de 1000 marques épigénétiques en 2 semaines. Le stress chronique, quant à lui, va plutôt éteindre les gènes de réparation cellulaire. Parce que la priorité, c'est de faire face au stress, et pendant ce temps-là, le reste ne fonctionne pas bien. Donc souvenez-vous que vous n'êtes pas prisonnier de votre ADN, vous êtes le créateur biologique. Vous pouvez influencer la tendance. Ensuite, deuxième élément, la nutrition. Car ce que vous consommez au quotidien va clairement influencer beaucoup de choses. Déjà, la première des choses à faire, c'est analyser si vous avez une addiction alimentaire et si oui, essayez d'en sortir. Ce que vous pouvez faire, c'est noter simplement pendant 3 jours tout ce que vous consommez, sans jugement. Ensuite, cherchez, identifiez les produits ultra transformés. Les sodas, les céréales, les yaourts, les barres énergétiques, les plats déjà préparés. Semaine 3 et 4, on peut commencer à remplacer. Je conseille un aliment tous les 3 jours pour y aller progressivement et surtout tenir sur la durée, car si on arrête tout du jour au lendemain, ça risque vraiment d'être très compliqué. Semaine 4, on reprogramme le palais. On va se rendre compte progressivement, après environ 1 mois, que le moindre apport sucré va nous sembler trop sucré. L'excès de gras ou d'exhausteur de goût sera vite dérangeant, car les papilles se seront réadaptées. La transition peut être un peu compliquée parce que le fait de manger plus sainement, ça va nous sembler un peu plus fade, un peu moins pétillant dans la bouche par rapport aux additifs que l'on peut avoir. Mais c'est normal, c'est fait exprès. C'est une transition, ça ne dure pas. Après environ 1 mois, on se réhabitue et au final, on savoure et on apprécie les choses simples et saines que l'on peut ajuster avec toute une série d'épices, d'herbes, d'aromates pour avoir quand même de bonnes saveurs. Mais c'est vraiment important de se reconnecter aux choses simples et naturelles pour se défaire des aliments chimiques. Le système de récompense peut être reprogrammé pour ressentir cette récompense en mangeant sainement. Et pour faire simple, voici un condensé des piliers nutritionnels à suivre. 1. On va essayer de colorer ses assiettes. Du vert, du rouge, de l'orange, du violet. Ça va vraiment optimiser les apports de différentes manières. Brocoli épinards pour le sulforaphane et donc pour le nettoyage cellulaire. Les petites baies sont riches en anthocyanes qui favorisent la protection cérébrale. Les carottes ou patates douces sont riches en polyphénols qui vont favoriser une réduction de l'inflammation. L'objectif, c'est d'avoir un tiers végétal dans l'assiette, cru ou cuit selon vos préférences. Deuxième pilier, ce sont les gras de qualité, que ce soit déjà les oméga 3 via les petits poissons
ou les compléments de qualité labellisés. Ça va favoriser la neuroplasticité car il y aura une meilleure communication entre les cellules. Ensuite, on a les œufs. Là aussi, on va essayer de viser la qualité pour avoir des jaunes avec le moins de polluants possible. Par ailleurs, pour avoir de la choline qui joue un rôle au niveau de la mémoire. Et bien entendu, on a les olives, les noix, les avocats qui vont vraiment aider à amener une satiété rapide. C'est ce qu'on appelle des bons gras. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls, mais je ne vais pas vous faire la liste ici. Simplement éviter les huiles de tournesol, de maïs par exemple, et encore plus les huiles qui sont stockées dans des récipients en plastique. Troisième pilier, la protéine entière. Que ce soit animale ou végétale, veillez toujours à avoir vos acides aminés complets sur la journée. Au niveau des proportions, ça peut facilement être un quart de l'assiette. Quatrième et dernier pilier, on n'oublie pas les fibres alimentaires, que ce soit via les légumes, les graines, ou les glucides comme le riz, le millet, le quinoa, les légumineuses. Cela va vraiment aider à nourrir le microbiote et à favoriser une bonne immunité. Ensuite vient la complémentation. Là aussi, on peut aller dans toutes les directions possibles, mais si on en revient aux bases, pour la plupart des gens, s'il n'y a pas de contre-indication, on va vraiment se diriger vers des oméga 3, du magnésium, la vitamine D, des cures ponctuelles de probiotiques, pourquoi pas aussi des cures de champignons spécifiques qu'on peut trouver en mycothérapie. On peut vraiment agir au niveau immunité, cérébrale, énergie. Bien entendu, il y a encore plein d'autres éléments, mais il ne s'agit pas de vous faire une liste complète pour tout le monde, c'est pas possible, ça dépend de votre situation à vous, de votre bilan de santé. Mais voilà, ce sont quelques indications. Après l'épigénétique, la nutrition, la complémentation, on a évidemment le mouvement. Faire 1 heure de sport par jour, c'est très bien, mais si vous êtes sédentaire toute la journée, ça ne va pas compenser ça. Donc vraiment, l'idée, c'est de bouger régulièrement, de monter des escaliers, de marcher, de faire quelques squats, de faire quelques étirements, peu importe. Mais en tous les cas, de garder un corps actif. Et vous verrez qu'au niveau mental, cérébral, focus, ça va être positif. Alors si on se fie à l'OMS, il faudrait bouger minimum 150 minutes par semaine d'une activité modérée comme la marche rapide ou le vélo, ou 75 minutes par semaine d'activité plus intense comme la course à pied ou un autre sport. En plus, il faudrait également bouger 5 à 10 minutes toutes les 2-3 heures pour sortir de la sédentarité. Et en plus de ça, 2 séances par semaine de renforcement musculaire. Travailler avec du poids, de la résistance pour entretenir ou développer sa masse musculaire, car c'est vraiment un facteur important pour la longévité. Il faut savoir que si on prend l'exemple de la marche à 30 minutes par jour, il va y avoir une activation mitochondriale. Déjà, c'est positif, ça va créer de l'énergie, brûler des calories. Il va y avoir aussi une réduction de l'inflammation chronique, ainsi qu'une modification de plus de 1000 marqueurs épigénétiques, une augmentation du BDNF, facteur de croissance cérébrale. Ça veut dire qu'il y a une création de nouveaux neurones. Bien entendu, on a aussi une régulation de la dopamine, donc on aura moins d'addiction. Et apparemment, ça favorise aussi la mémoire, avec un léger épaississement de l'hippocampe. Trop souvent, les gens s'imaginent qu'il faut devenir bodybuilder, qu'il faut aller à la salle. Ça n'attire pas tout le monde, et c'est normal. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. Le plus important, c'est de bouger, faire ce qu'on aime, de manière variée, pour travailler différents aspects, en fait. La partie cardiovasculaire, la partie musculaire, c'est déjà très important. Et la partie étirement, mobilité, là, on est dans quelque chose de complet. Autre élément, c'est le sommeil. Si on dort mal, on a une mauvaise humeur, on fait des grignotages, et on est plus facilement manipulable, car on n'est pas du tout dans notre état complet. Donc le sommeil profond, ça permet la consolidation de la mémoire avec un nettoyage glial, donc c'est le système lymphatique du cerveau, très important. Au niveau du sommeil paradoxal, ça permet de gérer la régulation émotionnelle et intégrer l'apprentissage. Et donc si on manque de sommeil, vous comprenez bien qu'on va accumuler des déchets, on va donc augmenter la neurotoxicité, qui peut avoir tout un tas d'impacts évidemment. Petit protocole rapide pour optimiser votre sommeil, il faudrait idéalement s'exposer quelques minutes à la lumière du jour dès le matin, limiter l'exposition à la lumière bleue au moins 1 à 2 heures avant le coucher, car cette lumière bleue court-circuite la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. On évite la caféine après 14 heures. Essayez d'avoir une chambre relativement fraîche, maximum 16 à 18 degrés. Et vraiment, essayez d'avoir un repas léger le soir. Et ça, c'est vraiment un problème chez la plupart des gens. C'est qu'ils mangent un petit peu le matin, un petit peu le midi et beaucoup le soir. Alors qu'il faudrait plutôt inverser tout ça. L'idée, c'est d'aller vous coucher avec l'estomac vide pour avoir vraiment un sommeil impeccable. Parce que si vous allez vous coucher avec une digestion toujours en cours, clairement, vous n'allez pas avoir un sommeil aussi réparateur. En soirée, vous pouvez aussi instaurer des routines, comme une infusion de camomille, de mélisse ou de valériane. Consommer du magnésium. Vous coupez des réseaux 1 heure avant le coucher. Surtout, on oublie le smartphone et les réseaux sociaux. Ils sont plutôt excitateurs au niveau dopamine et c'est complètement l'opposé qu'on veut pour bien dormir. Et idéalement, pour vraiment faire une coupure entre la journée et le début de la nuit, c'est pourquoi pas vous instaurer une petite séance de méditation, yoga ou respiration, de cohérence cardiaque par exemple. Ensuite, on a l'esprit critique.
Apprendre ou réapprendre à penser par soi-même, c'est déjà reprendre du pouvoir. Alors là, il y a 3 parties. La première, c'est identifier les biais qui vous contrôlent. Avant de croire une affirmation, posez-vous 3 questions. Qui parle et quel est son intérêt? Y a-t-il du doute injustifié? De la certitude excessive? Cherchez toujours la nuance. C'est rarement blanc ou noir, c'est plutôt au milieu et il faut essayer de jongler avec ça. Et troisième chose, est-ce que la source est fiable? Est-ce que ça vient d'une université, d'une entreprise ou d'un influenceur quelconque? Ne croyez pas tout de suite. Ensuite, il y a le processus scientifique. Voici l'ordre de fiabilité. La première et la plus sûre, c'est les méta-analyses qui résument plusieurs études. Ensuite, on a les études randomisées à double aveugle. Ensuite, on a les études randomisées contrôlées avec un groupe test contre un groupe placebo. Ensuite, on a les études observationnelles. On observe sans intervenir. Ensuite, on a les avis d'experts, meilleur jugement mais objectif. Puis, des anecdotes individuelles. Ça n'a rien de scientifique, donc attention. Et en dernier lieu, on a les influenceurs, les lobbies, qui sont généralement plutôt de la désinformation. C'est pas parce que le message est répété par plusieurs personnes qu'il est vrai. Alors, voici 3 outils pour vérifier par vous-même. Vous pouvez vous rendre sur pubmed.gov. Ça reprend déjà pas mal d'études scientifiques. Il y a aussi cochrane.org pour les méta-analyses de haute qualité. Et par rapport aux auteurs des ressources scientifiques, vérifiez également leurs publications antérieures pour augmenter la fiabilité. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, reprendre le contrôle, c'est d'abord prendre conscience que vous ne l'avez pas, puis agir petit à petit. Il y a plusieurs phases dans la transformation. Tout d'abord, la prise de conscience. On reconnaît le système, on accepte le malaise et on décide de changer. Ensuite, on prend action. Un changement à la fois. On commence petit. Et on célèbre les petits succès, ce qui va renforcer la motivation pour continuer et augmenter. Par la suite, ça devient une nouvelle habitude. Le changement devient automatique. Le cerveau récompense se reprogramme. L'énergie augmente, la motivation aussi, et ça nous rend force dans nos choix et dans nos convictions à continuer dans cette direction. Et puis on a l'expansion, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous allez peut-être inspirer votre entourage et les effets seront synergiques. Meilleur sommeil, meilleure alimentation, plus de mouvement et meilleure capacité de réflexion. Pour terminer, ce que je peux vous inviter à faire pour rester motivé, c'est de mesurer. Prenez note régulièrement de votre énergie, motivation, humeur, le matin, le soir. Votre clarté mentale, est-ce que vous perdez votre concentration? Si oui, à quel moment? Pourquoi? Comment? Quelle est la qualité du sommeil? Est-ce que vous vous réveillez plein d'énergie? Est-ce que vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit? Est-ce que vous êtes stressé dès le matin? Est-ce que vous êtes plutôt de bonne humeur et relax toute la journée? Essayez d'analyser un petit peu tout ça et vous verrez que petit à petit, vous pourrez reprendre le contrôle et optimiser au mieux tout ça. Bien entendu, tout ce que j'ai listé ici, ce sont des exemples, ce n'est pas exhaustif, tout n'y est pas, mais c'est déjà un bon point de départ si on veut se reprendre en main par rapport à ça. Pour aller plus loin, évidemment, c'est toujours mieux de consulter un professionnel pour vraiment être pris en charge de manière individuelle par rapport à votre situation précise. Voilà, merci pour cette écoute et je vous dis à bientôt pour la prochaine.